Alors, nous poursuivons ces rencontres sur la synchronicité. Nous partageons dans le cadre des Maisons de Lettres, qui est un programme qui est en cours déjà depuis plus de 4 ans maintenant, euh, et qui vise à se réunir pour partager sur l'être d'une manière conviviale et dans une stimulation des uns et des autres à travers des témoignages. Nous avons commencé à développer cet hiver une approche de la synchronicité euh, du point de vue de la conscience. Voilà, la synchronicité, il est possible de vivre en synchronicité, ou en tout cas de cultiver la synchronicité. Je crois qu'il faut que vous fermiez vos micros les uns les autres, là maintenant. Euh, il est possible d'avoir une posture de protagoniste par rapport à la synchronicité. Généralement, les expériences de synchronicité nous tombent dessus. Elles sont fortes, remarquables par les alignements de sens euh, qui font fi de la loi de causalité. C'est plus à telle cause correspondent tels effets, tout à coup, des effets se produisent indépendamment de cause et dans une relation de sens qui est vraiment intrigante. Et généralement, ces moments de synchronicité, ces moments forts, on les vit avec, de notre point de vue à nous, comme héros de ces synchronicités. C'est tellement fort que ça se justifie assez de se surprendre, habitués que nous sommes à nos limites, tout à coup, de se trouver dans une extension d'expérience et de sens. Et on se demande comment ces miracles de synchronicité peuvent se reproduire dans notre vie, si on peut y faire quelque chose. Est-ce qu'on peut provoquer le hasard? Est-ce qu'on peut attirer des expériences de synchronicité? Oui, et j'ai développé, moi, à partir des contes, une approche où, si l'on souhaite, si on le souhaite, on peut vraiment traiter les questions de notre vie, les questions qui nous tiennent à cœur, on peut les traiter dans la synchronicité. Euh, mais on est principalement le héros de ces expériences, telles qu'on a tendance à les aborder en général. Et comme dans les contes d'ailleurs, les contes merveilleux, où tout se réalise par synchronicité, nous mettent au centre de ces expériences. Nous sommes les héros de la synchronicité. Et pourtant, dans le même temps où se produisent ces synchronicités, et on peut travailler à les faire venir, à les attirer dans notre vie, dans le même temps, il y a un arrière-plan actif qui est à la source de ces synchronicités. Et on ne regarde jamais les synchronicités du point de vue de cet arrière-plan. On remarque l'arrière-plan, certes, mais on ne se place pas du point de vue de l'arrière-plan. Y a-t-il un point de vue de l'arrière-plan? Et c'est ça qui nous intéresse là, dans les rencontres que nous avons mis en place sous ce vocable de vivre en synchronicité, c'est vivre la synchronicité en unité, c'est-à-dire du point de vue de l'un, du point de vue d'un arrière-plan où tout fonctionne ensemble et dans lequel nous sommes insérés. Donc, comment attirer dans notre vie des synchronicités tout en les vivant du point de vue de l'un? C'est ce paradoxe-là, d'une certaine façon, que nous essayons de vivre à travers les propositions que je vous fais de travailler la synchronicité en unité. Alors, nous avons fait une première séance, nous avons eu des séances introductives et nous avons commencé une sorte de programme avec le mois dernier, avec ce thème de vivre la synchronicité en unité du point de vue en miroir de l'un, c'est-à-dire en se mettant dans le miroir de l'un, pouvant entreapercevoir, voir les, les résistances en nous, les résistances de l'ego, enfin les résistances d'un moi séparé qui vient s'interposer.
Vous vous rappelez, c'était ce thème de l'usurpateur avec le conte de la gardeuse d'oie. Mhm. Ce mois-ci, on a ouvert la perspective à mesurer notre foi en l'un. Parce qu'il est vraiment intéressant et on va prendre appui sur un conte, le conte de la boule de cristal, on peut mesurer que si nous attirons des coïncidences, si nous attirons des synchronicités dans le traitement de certaines questions de notre vie, à un certain moment, est-ce que nous avons assez de foi par rapport à ça? Est-ce que nous avons vraiment foi que l'arrière-plan, l'un, le tout possible, la conscience, va s'intéresser aux questions que nous lui soumettons? Est-il possible de soumettre des questions de notre vie à, comment pourrait-on dire, au règlement de la conscience, vous voyez? Est-ce raisonnable? Est-ce qu'en nous, il y a assez de foi déjà pour cela? Et et c'est notre démarche, hein, d'attirer la synchronicité en unité, nous le faisons à partir de la conscience et pour cela, nous invoquons certaines qualités de la conscience. Nous avons un outil pour cela qui a été posé et qui est rappelé à chaque séance, qui est cette méditation de conscience. Vous avez dû voir ça si vous avez regardé de près le document de préparation. Il y a une méditation de la conscience qui permet de distinguer les objets de perception que nous projetons du matin au soir du champ de conscience dans lequel apparaissent ces objets. À chaque instant où nous sommes présents au monde de manière consciente, nous projetons des objets avec des contours. Là, par exemple, nous sommes chacun devant notre écran. Nous avons les visages des différentes personnes qui participent comme autant d'objets, hein. Ce que nous projetons, on peut appeler ça des objets parce que ça a des contours. La caractéristique d'un objet, c'est qu'il a des contours. Au-delà de ces contours, c'est autre chose. Et si on regarde bien, du matin au soir, nous projetons des objets de perception, des objets de conscience, que ce soit des objets visuels, des objets positifs, des objets corporels, des objets émotionnels, des objets intellectuels. Hein, nous projetons à longueur de temps des objets qui ont des limites et nous construisons ces objets avec des contours à partir d'une présence au monde, d'une représentation que nous nous faisons de nous-mêmes. Et ça fait des constructions complètement euh, artificielles, hein, d'une personne à une autre. Au même endroit, on ne construit pas la même chose. C'est comme ça. C'est un mécanisme neurologique, on pourrait dire, qui nous joue beaucoup de tours, qui nous rend la vie difficile. Mais comment sortir de là? Eh bien, dans le même temps où l'on projette des objets de conscience avec des contours qui sont très relatifs, hein, encore une fois, ces objets ne sont pas la vérité. Ils sont des projections. Ils sont des sortes d'illusions tangibles, très tangibles, hein, visuellement, auditivement, émotionnellement, intellectuellement. C'est clair, c'est là. Et on est coincé dedans. D'une certaine manière, on s'identifie à ces objets. Ce qui fait que du matin au soir, on vit dans la limite des objets que l'on projette du matin au soir. Et ça nous fait une vie de limitation. Alors que dans le même temps, nous sommes champ de conscience. Et si on regarde bien, champ de conscience, qui lui n'a pas de contour. Les objets qui apparaissent dans ce champ de conscience, s'ils ont des contours, le champ de conscience, lui, n'en a pas. D'ailleurs, il était là hier, il sera là demain. Il était là quand nous étions à l'autre bout du monde. Il est là où nous sommes. Il n'est pas localisé. Il est partout. Il est nulle part. Il est indépendant du temps. Il est indestructible. Il est inaltérable. Vous pouvez le remplir de plein de choses, ce champ de conscience. Il ne sera jamais comblé. Il est infini. Il est
Il est une sorte de béance, il est un vide immense qui ne peut pas être rempli. Vous êtes d'accord avec ça? Ça, on peut le ressentir. C'est-à-dire que tout en même temps que nous projetons des objets auxquels nous nous identifions, si nous arrivons à nous désidentifier un peu, nous pouvons ressentir le champ de conscience que nous sommes, dans lequel apparaissent tous ces objets. Et d'ailleurs, la conscience elle-même, ou ce champ de conscience tel qu'il se perçoit, peut se décrire. Là, je l'ai un peu décrit. J'ai dit, il n'a pas de contour. J'ai dit, il était là hier, il sera là demain, il est nulle part, il est partout, il est éternel. Il est, vous voyez, je lui donne des qualificatifs. Et ces qualificatifs en rendent compte pour le ressentir. Et on vit des expériences fortes, quelquefois, où nous désidentifiant des objets que nous construisons, nous ne sommes plus que ce champ de conscience. Et ça donne lieu à vivre des expériences d'unité qui sont époustouflantes, qui sont merveilleuses et qui nous disent un peu une vérité de nous-mêmes. On sent bien que ça a quelque chose de plus réel que la vie ordinaire, ces moments d'unité où tout à coup c'est défait l'identification aux objets que nous vivons du matin au soir et on n'est que ce champ de conscience illimité qui peut être paroxystique, hein, extatique, qui peut être océanique, qui peut être ou qui peut être d'une vérité, d'un amour qu'on peut qualifier aussi. Ces moments particuliers d'unité, si vous prenez le temps d'y mettre votre attention, peuvent être qualifiés. Voilà, c'est un peu la base de ce qui nous réunit ici et des partages de témoignages que nous faisons, c'est-à-dire dans une perspective d'attirer des synchronicités dans notre vie et nous attachant à vivre ces synchronicités du point de vue de la conscience, comme le héros de ces synchronicités, la conscience, l'arrière-plan, ce champ de conscience, en ses qualités, en ses caractéristiques, est-il possible, si on distingue bien les objets de conscience, donc du champ de conscience, et si on peut décrire ce champ de conscience, est-il possible d'appeler ce champ de conscience en telle ou telle qualité? Regardez, là nous sommes réunis, nous pourrions appeler sur notre réunion une qualité de conscience, par exemple la qualité, je ne sais pas, d'élévation ou la qualité de communion, n'est-ce pas? Est-ce que cela nous donnerait de pouvoir vivre ce moment avec cette caractéristique? Vous voyez, pensez-vous que l'on puisse appeler la conscience ou le champ de conscience en telle ou telle de ses qualités? Vous êtes avec des amis et la conversation est pauvre, la conversation est mécanique ou elle s'attache à... Peut-être que quelqu'un est en train de se plaindre voilà, du contexte, se plaindre de quelqu'un d'autre, etc. Et c'est ennuyeux. On est à perdre son temps là, ensemble. On peut faire beaucoup mieux. Est-ce qu'on peut, dans un moment comme ça, appeler du champ de conscience en son absolu, en ses qualités infinies, est-ce qu'on peut l'appeler à la rescousse et demander que cette expérience, cet échange, cette, ce rassemblement des personnes qui sont là, qui sont pris dans une sorte de lourdeur, euh, dans un champ de conscience élevé, vous voyez, dans un champ de conscience ouvert, est-ce que les échanges pourraient tout à coup euh, s'ouvrir, s'élever, vous voyez, par des inspirations qui apparaîtraient. Quelqu'un tout à coup
à une association d'idées et dit quelque chose qui va rebondir, et puis les conversations changent. C'est-à-dire que dans une situation qui nous pose question, peut-on appeler la conscience, le champ de conscience, en telle ou telle caractéristique? Vous voyez, je vous pose la question comme c'est au cœur de nos échanges, de nos rencontres. Car ce que nous avons entrepris de faire pour travailler la synchronicité en unité, c'est chaque mois de sortir de notre réunion avec chacun une caractéristique de conscience avec laquelle on va vivre pendant un mois, afin que dans la prochaine réunion, nous échangions sur ce que un champ de conscience avec telle ou telle caractéristique aura stimulé dans notre vie. Et dans notre vie, là où nous nous posons des questions, parce que notre vie, ce sont des questions qui nous tiennent à cœur, des questions qu'il faut résoudre, qu'il faut faire avancer, et par rapport auxquelles les limites habituelles sont pauvres de solutions, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut élargir les possibilités, les moyens de conscience qu'on a à disposition par ce genre de pratique, vous voyez, en recourant à des qualités de conscience, à des qualités de champ de conscience dans lesquelles on peut attendre que des inspirations viennent un peu dans la couleur de ces qualités. Et là, là se pose la question de la foi, vous voyez, c'est pour ça que le thème d'aujourd'hui, vivre l'un dans le mystère, vivre la synchronicité dans la foi en l'un, est tout à fait pertinente parce que aurons-nous foi en l'un pour aborder telle ou telle question critique, vous voyez? Voilà. Et on peut se dire, oh là, là, bon, ça va, non, ça c'est trop précieux. Je sais pas, la relation que j'ai avec mon fils, ou la relation que j'ai avec mon patron, ou la relation que j'ai là, délicate, la crise que je vis, je peux pas la régler comme ça dans une espèce d'attente d'un champ de conscience glorieux. Vous voyez, si j'ai tiré la qualité de glorieux, hein, c'est possible, hein, ou de sublime. Comment, par un champ de conscience sublime, pourrais-je espérer que euh, la fugue que vient de faire mon aîné parmi mes enfants, hein, comment cela pourrait-il régler la fugue ou me mettre, moi, dans une disposition plus éclairée pour traiter ce problème que j'ai avec mon fils aîné? Et quelle foi je puis savoir, quelle foi je puis avoir en la conscience sous telle ou telle qualité pour régler, pour venir à mon secours dans des situations de ma vie. Et me répondre par des synchronicités, par des alignements, vous voyez, de facteurs tout à fait inattendus. Ça va, c'est ce que je raconte? Alors, c'est ça que nous regardons ensemble. C'est-à-dire, chaque mois, dans cette réunion, vous ne sortirez pas de cette réunion sans avoir tiré au hasard une caractéristique de conscience avec laquelle vous allez vivre pendant un mois. Et traiter les questions de votre vie avec cette qualité. Si vous êtes assez fou pour ça, non? Et la question de la foi apparaîtra. Hein, comme dans le conte là, de la boule de cristal, on voit bien que le héros est arrivé, c'est beaucoup avancé d'une façon assez miraculeuse, hein, quand on voit que ces deux frères ont été changés par leur mère, l'un en baleine, l'autre en aigle. Lui, il a échappé de justesse et il a néanmoins poursuivi la quête qu'il partage avec ses frères. Et il est arrivé jusqu'à la princesse enchantée qu'il faut délivrer. Et, et, et tout est incompréhensible, parce que la princesse en question, qui est d'une beauté que le monde entier célèbre, elle est d'une laideur épouvantable. Est-ce elle la princesse? Vous voyez, déjà, ça lui échappe.
Et il est assez avisé pour laisser ses réactions suffisamment en retrait, donc pour obtenir d'elle qu'elle se montre dans un miroir magique. Voilà, il touche sa vraie beauté, hein, il expérimente sa vraie beauté dans le miroir. Bon, c'est une image virtuelle, c'est l'image d'un miroir, mais il connaît cette beauté. Et maintenant, il ferait tout pour elle, pour la délivrer. Mais ce qui est à faire est complètement insensé. Hein, descendre au pied de la montagne, affronter le roc, peut-être le vaincre, oui, hein, en le perçant. C'est un bon guerrier, donc il peut le percer. Et d'ailleurs, il va le percer, mais c'est fini. Après, tout lui échappe. Vous voyez l'acte de foi qu'il faut pour livrer un début de démarche résolutoire, on va l'appeler comme ça, en total abandon à une suite dont on n'a aucun contrôle, mais qui, dans l'économie de la conscience, qui, dans l'économie de la totalité, va se trouver, c'est ce que nous raconte l'histoire, pouvoir se résoudre. Alors d'une manière qui est complètement envers et contre tout, parce que ses frères sont enchantés. Et ben, c'est justement dans leur enchantement qu'ils vont pouvoir participer. C'est-à-dire que, en effet, de l'endroit où nous construisons des objets limités, où nous voyons les choses de manière limitée, les moyens sont insuffisants. Il n'y a pas de moyen de réussir. Mais du point de vue de la totalité, où les choses sont combinées d'une façon qui nous dépasse, où les intelligences s'enchevêtrent, enfin, ou se répondent d'une façon mystérieuse, du point de vue de la conscience totale, vous voyez, du point de vue de la conscience en son infinitude. Alors, quelle est notre foi en une conscience infinie, en une conscience absolue? Et quelle est notre, oui, foi en son intervention possible? Quand nous nous pensons si limités, si ordinaires, comment la conscience infinie pourrait-elle s'intéresser à la finitude de nos pauvres existences, non? Par exemple, etc. Hein, on a mille manières de penser les limites. Et comment arriver à avoir foi en une conscience, à s'en remettre à une conscience, à invoquer une conscience dans des caractéristiques absolues pour obtenir des ouvertures, pour obtenir des inspirations, pour se trouver dans la dynamique d'expression de la conscience elle-même, se vivant à travers notre existence. Voilà, à chacun se pose cette question. Est-ce qu'on peut croire un truc pareil? Or, nous avons déjà vécu des moments comme ça. Hein, dans les grandes synchronicités que nous avons pu vivre dans notre vie, dans les moments d'inspiration, les moments géniaux, enfin, les moments de conscience, d'ouverture de la conscience, les moments d'unité que nous avons pu connaître, nous avons été de plein pied. Cette conscience elle-même, nous avons été cette conscience elle-même en action. Alors toute la question, c'est est-ce qu'on peut revenir à ça? Comment revenir à ça? Moi, ce que je vous propose, c'est d'appeler les synchronicités, d'appeler des alignements et de l'appeler à travers ces caractéristiques de conscience. Est-ce que je vous donne assez d'éléments, assez d'outils pour pouvoir le faire? A priori, on prend appui sur quelques comptes, on prend appui sur cette méditation de la conscience, où on apprend à vraiment distinguer les objets de conscience du champ de conscience, le champ de conscience à ressentir selon des caractéristiques, et selon les caractéristiques que nous avons choisies, nous essayons au jour le jour, sur des questions qui nous tiennent à cœur, que nous avons à traiter, des questions d'existence, nous essayons de ressentir comment, en s'abandonnant à la conscience, en telle ou telle caractéristique, l'inspiration peut nous venir de voir autrement, de vivre autrement ces questions. Alors, moi j'avais tiré le lumineux hein, pour donner un peu le ton.
hein, je vais tirer le numineux qui veut dire l'absolu. Hein, le lumineux, c'est l'absolu, mais l'absolu de la manifestation, hein, de ces manifestations du sacré, du divin, de la conscience. Donc l'aspect d'évidence incontournable de la conscience quand elle se manifeste, comme les états d'unité, comme les moments paroxystiques, comme les ouvertures de conscience dans les expériences de mort rapprochée. Vous voyez, tout ce genre. Voilà. Le lumineux, ça a à voir avec ça, c'est-à-dire l'évidence de manifestation de la conscience. Alors, est-ce que je peux appeler ça dans ma vie de tous les jours? Est-ce que je peux appeler ça? Alors, le paroxystique, ça dépend beaucoup d'énergie. Euh, en fait, en réfléchissant, comment arriver à vivre un truc pareil, hein, comment arriver dans le quotidien à vivre le lumineux. Vous voyez, ça paraît disproportionné. Mais pourquoi pas, hein, et encore une fois, c'est question de foi. Pourquoi pas? Je me suis souvenu que Krishnamurti disait Dieu, c'est l'état créatif. Ça m'a beaucoup aidé, ça. Dieu ou la conscience, c'est l'état créatif, c'est-à-dire une sorte de tension créative qui se développe en, en solution. On pourrait dire l'état. Qu'est-ce que c'est que l'état créatif? L'état créatif au quotidien, d'avoir en permanence dans sa vie une sorte d'état créatif à proximité, vous voyez, pour les questions de l'existence. Ça paraît praticable. Et je me suis calé là-dessus. Donc, chaque fois qu'on tire un nom, vient se mettre pour nous, ça impose une réflexion. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce nom-là? Il y a des noms qui ne sont pas possibles. Les noms qu'on utilise, là, en l'occurrence, pour caractériser la conscience et faire cet exercice, ce sont des noms qu'utilisent les musulmans dans les noms de Dieu, vous voyez. Et eux, ils utilisent ça relié au Coran. Nous, pas du tout, on n'est pas du tout là-dedans. Mais c'est très pratique. Ces 99 noms sont très pratiques pour qualifier la conscience. Mais ils sont quelquefois surprenants. Qu'est-ce que vous voulez faire avec le lumineux? Vous voyez, le lumineux, c'est trop grand d'une certaine manière. C'est comme, c'est souvent associé au paroxystique. Voilà, l'état créatif. Donc j'ai réfléchi, et puis ce qui s'est présenté à moi, c'est l'état créatif. Chaque fois, par rapport au nom qu'on peut dire, on est invité à réfléchir pour essayer de calibrer cette masse infinie qu'on va mettre dans sa vie là, pendant un mois, avec lequel on va vivre pendant un mois. Non? Et en réfléchissant, bah, à un moment, vous trouvez un point d'accroche. Il y a quelque chose qui, ça vient volontiers, ça s'invite volontiers dans nos vies parce que nous sommes cela. On n'a pas l'habitude de se penser comme ça. Mais voilà, on est en train, ensemble, de s'orienter à ça. Pour peut-être ouvrir, en ouvrant notre esprit à ça, s'habituer à l'infinitude. Comment vivre l'infinitude au quotidien, non? Vous voyez, l'infinitude, la vacuité, euh, l'absolu au quotidien. Ça paraît, c'est comme deux mondes. Mais encore une fois, du point de vue des objets de conscience, oui, ça paraît impossible de vivre l'infinitude. Mais du point de vue du champ de conscience, ça paraît vraiment possible. C'est possible. Donc chacun avec ses noms, avec son nom, réfléchissant, hein, tirant un nom et puis se trouvant un peu désemparé, euh, essayant de calibrer un, une expérience de ce nom, ou la possibilité d'invoquer ce nom, d'appeler son infinitude, son absolu dans notre vie de tous les jours, dans les questions qui nous tiennent à cœur, immanquablement, ça va répondre. Parce que c'est une manière, comme je l'ai cité, de Maître Eckhart, c'est une manière de s'abaisser que de traiter le quotidien à partir de l'infinitude. C'est comme renoncer au fini, renoncer aux limites,
habituel, vous voyez, c'est s'abaisser, hein, c'est-à-dire, je ne fais plus avec mes limites, je m'abaisse à faire sans mes limites, et quand je n'ai plus de limites, je suis personne, je suis perdu. Vous voyez, c'est vraiment s'abaisser que de renoncer à ses limites. Donc, je m'abaisse, et si je m'abaisse, comme dit Maître Eckhart, Dieu est obligé de descendre. Voilà. C'est un peu ça que nous osons, d'une certaine manière, à travers cette démarche. Donc, il faut être en questionnement sur des choses à traiter. Donc, des questions qui nous tiennent à cœur, et voir si ce nom-là, cette caractéristique de conscience, peut éclairer nos questionnements. Comment? On n'en sait rien. Ça va venir, ça va émerger. Quand Dieu vient, ça émerge. On ne sait pas d'où ça sort. C'est mystérieux. C'est à ça qu'on joue, hein, d'une certaine façon. Moi, un matin, je me suis réveillé et j'ai repensé à un de mes amis. C'est imposé la présence d'un de mes amis que j'aime beaucoup. C'est un metteur en scène avec qui on parle enfin, de temps en temps, hein, avec qui j'ai travaillé quelques fois. Et tout à coup, j'avais très envie de le voir. Et je me suis dit, mais voilà, le lumineux, l'amitié, euh, le lumineux dans l'amitié, ce serait comment? J'avais jamais réfléchi à ça. Vous voyez, l'évidence de la présence, l'évidence de la conscience dans l'amitié, comment ce serait? Wow, c'était magnifique. Et tout à coup, j'ai senti, ça m'a invité à revoir des moments passés avec cette personne et la qualité qu'il pouvait y avoir dans nos échanges à certains moments, quelque chose de conscient, de la conscience, oui, vraiment, le, le, le meilleur de nous-mêmes, l'excellence, vous savez, comme on dit, l'excellence. Et l'excellence, c'est quelque chose de mystérieux, en réalité. C'est... Et ça appelait, en fait, donc le lumineux dans l'amitié, ça appelait une sorte d'exigence d'être inconditionnel, vous voyez, de se donner de façon inconditionnelle. Comme je reçois, moi, de mes amis, je vais dire, eh bien, en retour, ouvert à leur donner le maximum, de manière inconditionnelle. Et hop, ça y est, ça devenait, il y avait quelque chose d'intéressant, de praticable. D'ailleurs, ça m'a donné envie. J'ai téléphoné à différentes personnes dans la foulée, vous voyez. Tout à coup, pouf, ça s'animait. Juste ça, le lumineux dans l'amitié. Et ça m'a donné à penser encore, dans la psychologie positive, on s'intéresse beaucoup au flow, n'est-ce pas? Et le flow, c'est du lumineux. Voilà une autre piste de réflexion intéressante. Et le flow, c'est lié à la focalisation de l'attention. Quand vous êtes absorbé, quand votre attention est absorbée par une tâche dans laquelle vous entrez, à un certain moment, il y a un basculement de l'attention sur elle-même. Et vous vous retrouvez sans confiance. C'est le flow. Intéressant. C'est du lumineux. Et ça, c'est là, c'est tout proche. C'est une pratique d'attention. En tout cas, c'est une attention à l'attention. Etc. Voilà, je vous donne quelques éléments, moi, de mon témoignage. J'ai écrit des choses. Euh, comment dans le miroir d'un nom, donc d'une caractéristique de conscience avec laquelle je suis parti vivre pendant un mois. Il m'est arrivé ces choses-là et d'autres, mais bon, j'en ai dit assez, je pense, pour vous inviter à votre tour à dire quelque chose de ce qui vous sera arrivé dans le miroir de votre nom. Est-ce que j'ai rappelé suffisamment bien le propos, ce à quoi nous sommes orientés, pour qu'à votre tour, vous ayez envie de dire quelque chose? Alors, souvenez-vous que dans ces maisons de lettres, on est à partager comme ça, dans une écoute ouverte, hein, les uns des autres. On n'est pas à se juger, on est à se recevoir, car qui sait à travers les témoignages ce qui peut s'ouvrir pour nous. Il y a toujours, il y a toujours une magie qui vient dans les échanges. Voilà, les témoignages ont de la résonance. Soyez ouverts à ça, à recevoir les témoignages des uns et des autres dans cette attitude, tout en étant vous.
attentif à donner votre témoignage. Est-ce que nous parlerons tous? Vous pouvez très bien ne pas parler. Hein. Voilà, soyez libre avec ça, mais c'est bon. C'est bien si vous parlez. C'est bien. Et encore une fois, pour le bien de chacun. Hein, on est vraiment là pour notre bien et on partage et on se nourrit les uns les autres. Et on se facilite, on se stimule à, à, à s'avancer, à dire notre intimité, à s'avancer, c'est sûr. Mais ça permet de fréquenter l'infini. On est là pour fréquenter l'infini. Et à fréquenter l'infini et à avoir ses prouesses, on voudra fusionner avec l'infini. Ça, c'est la cerise sur le gâteau.